Jusqu'à 13h, Côte-Nord. Attitude. Côte-Nord. Côte-Nord. Attitude. Jean Saint-Pierre et Tommy Auger en co-animation à Côte-Nord Attitude pour cette dernière de la saison. Déjà. Bonjour Tommy. Hey, salut. Oui, et Valérie. J'ai changé de micro. Ben oui, t'es rendu Ouais, là. je te joue des tours, moi, ce midi pour la dernière. Et Valérie va venir nous rejoindre. Exact. Valérie qui co-anime 2 fois sur 4 avec moi, Côte-Nord Attitude. Elle va venir nous rejoindre en fin d'émission, puis on va faire un retour sur la saison. Dans le cas de Valérie, elle s'intéresse beaucoup aux choses sociales et culturelles. Nous, on s'occupe des sports, de l'économie, Ouais, de la économie, politique, exactement. D'ailleurs, ça va être un peu le ton de l'émission, un retour un peu sur les derniers mois d'actualité. Là, on va le faire au niveau municipal, syndical, politique et économique. On a un peu amorcé avec une ronde d'entrevues cette semaine là, des bilans, entre autres les gens de développement économique Sept-Îles qui ont présenté leur bilan de la dernière année devant public au cours de la semaine et qui sont venus le faire à notre émission Côte-Nord Attitude de cette semaine. C'est avec le maire d'abord qu'on va faire un retour sur l'actualité municipale, de certains grands dossiers. On va parler justement de des élections à venir aussi et de l'été festif qui commence aujourd'hui avec le nouveau premier bateau, croisière de l'année Insignia, qui est présentement, en fait, son arrivée était prévue à midi. J'ai vu des photos. Pas mal là, J'ai vu des photos, il est déjà arrivé. Bon, puis le maire va venir en direct nous parler. Je pense que tout de suite après l'entrevue, il s'en va à bord de ce navire de croisière pour une visite officielle. Également, je me suis entretenu un petit peu plus tôt ce matin avec le coordonnateur des métallos, Nicolas Lapierre. On sait qu'ils sont très actifs sur le plan politique, économique, social. Les métallos, en plus de gérer des conventions collectives comme celle d'ArcelorMittal qu'on a réussi à renouveler au cours de la dernière année. Donc, on fait un retour sur plusieurs dossiers. En fait, les métallos de l'Est du Québec étaient réunis à Carleton-sur-Mer la semaine dernière. Une fois par année, comme ça, on fait le point là sur ce qui s'est passé dans la dernière année, puis on discute des priorités. On va revenir sur cette rencontre-là avec Nicolas Lapierre, qui, comme coordonnateur des métallos, mais comme citoyen aussi, s'implique beaucoup là au niveau politique. Il y a eu tout le dossier du collectif Sept-Îles Agir Avenir. Les métallos étaient prêts à aller au front là au lendemain de la fermeture de Tri-Nord à Sept-Îles. On aborde ces dossiers d'actualité avec Nicolas Lapierre en entrevue vers 12h28 sur nos ondes. On va aussi recevoir de la visite d'un grand athlète avec son père et sa mère, donc Charles Paquette qui sera avec nous. Eh ben oui, dès qu'on parle de Charles, on a beaucoup d'espoir en cet athlète. On le voit performer, très bien performer depuis plusieurs années. A fait le saut du junior au senior, donc là tombe dans grosse année pour lui. Oui, grosse année, il tombe dans la talle là, des vrais là, compétiteurs au niveau olympique. Et bon, on parle d'olympique, on parle dans les prochaines années, prochains Jeux qui auront lieu à Tokyo, si je me rappelle bien. En 2020, oui. En 2020, et ça sera probablement là qu'on le voit là, comme apogée dans les prochaines années. Ça doit lui mettre beaucoup de pression, ça prend beaucoup de son énergie et la communauté là se réunit pour l'aider, là pour lui enlever certains soucis. Ben oui. Il était du côté de Sept-Îles Toyota ce matin, donc on va lui parler un peu là, de toute l'aide qu'il a autour de lui et de la pression qu'il reçoit. Même dans le domaine du sport, l'argent c'est le nerf de la guerre. Quand on veut développer un athlète qui vient d'une région un petit peu plus éloignée des centres d'entraînement nationaux. Alors Charles Paquette, ce matin, il recevait vraiment un don exceptionnel. Là. Christian Lepage qui était sur place, qui a organisé une grosse campagne quand Marie-Hélène Chisholm s'était rendue aux Olympiques il y a quelques années. Il n'avait pas réussi à décrocher une telle commandite, une voiture pour 4 ans. Donc, très exceptionnel. Wow. C'est un geste de Sept-Îles Toyota avec d'autres partenaires. Alexandre Cossette qui était sur place ce matin, le propriétaire de Sept-Îles Toyota. Bon, on lui lève notre chapeau parce que vraiment, là, une commandite de cette envergure-là, c'est du jamais vu sur la Côte-Nord pour un athlète de haut niveau. Donc, Claude et Charles Paquette seront avec nous vers 12h40 et Valérie Dionne, notre autre co-animatrice, vient nous parler de ces bons moments d'actualité et des moments plus tristes. On va faire ça ensemble, Tommy, Valérie et moi, en fin d'émission Côte-Nord Attitude. Avant cette série d'entrevues et de sujets sur nos ondes, on vous propose à l'instant un bulletin d'information régionale. Actualité Pure FM. Attitude.
Eh bien, la saison des croisières commence à l'instant avec l'arrivée du MS Insignia à cette île. Par contre, le navire des Forces armées canadiennes, le NCSM Goose Bay, malheureusement, annule son séjour chez nous. Un autre navire de la flotte du ministère de la Défense, le NCSM Ville de Québec, fait face à un bris mécanique. Et le Goose Bay qui était à Rimouski hier, qui devait s'en venir à cette île pour des portes ouvertes, ira le remplacer dans les festivités à Saguenay. C'est que les autorités des Forces armées canadiennes ont jugé le 64e spectacle aérien international de Bagotville, qui accueille jusqu'à 100 000 visiteurs chaque année. On a jugé cet événement-là plus important que les journées portes ouvertes prévues à cette île. Bien sûr, du côté du commandement là, du NCSM Joliette, du commandant à cette île, Magella Galland, j'ai senti la déception quand je lui ai parlé hier. Présentement, il multiplie les démarches pour organiser une autre visite d'un navire militaire chez nous à cette île. En plus, hier, il y avait un bris informatique. On était même pas capable de communiquer à l'interne entre les réserves navales. Là. Alors, ça a compliqué cette petite discussion de dernière minute. Mais on n'a pas eu le choix à cette île. L'armée a décidé que le Goose Bay s'en allait à Saguenay et non pas à cette île. C'est peut-être justement le NCSM Ville de Québec, après des réparations, qui pourrait venir faire une escale à cette île et reprendre cette idée de journée porte ouverte. Aujourd'hui, c'est quand même un navire de luxe, de 684 passagers et 400 membres d'équipage qui vient tout juste d'arriver au quai des croisières. La moitié des vacanciers sur ce navire de croisière sont embarqués à Rome et l'autre moitié à Montréal. C'est au quai des croisières présentement. Toute l'organisation de destination cette île Nakawinanu a été déployée. Pour la compagnie Oceania Cruise, il s'agit d'une première escale à cette île. Donc, c'est depuis lundi dernier, le 19 juin, que les équipes de Tourisme Port-Cartier et de la CEPAC Port-Cartier qui accueillent là, donc les résidents et les visiteurs dans le tout nouveau local situé au centre multiservice de Port-Cartier sur la route 138. La coordonnatrice la coordonnatrice aux ressources humaines et aux communications à la ville de Port-Cartier, Héloïse Charest, se dit très heureuse de voir ces deux organismes se regrouper dans le même édifice, dont l'emplacement est situé à l'entrée ouest de la ville de Port-Cartier. C'est un endroit qui est stratégique pour les deux organismes. Donc, la période d'information touristique, là, les heures d'ouverture demeurent les mêmes qu'ils étaient avant, soit de 9h à 18h, du lundi au dimanche durant la période estivale. Le Centre intégré de santé et de services sociaux de la Côte-Nord publiera à partir de 15h cet après-midi sur son site web de nombreuses statistiques pour informer la population sur différents sujets. On va y retrouver entre autres le temps d'attente à l'urgence à cette île, par exemple. Certaines données seront même mises à jour en temps réel par le biais de tableaux interactifs. Ça devient intéressant avant d'aller à l'urgence. On peut vérifier peut-être. Des fois, on va à l'urgence puis c'est pas tout le temps la grosse urgence non plus. Alors là, on aura l'information chez nous à partir de notre ordinateur. Le site web, c'est CISSS-Côte-Nord, pas de trait d'union, .gouv.qc.ca. proposera, donc le site va proposer des statistiques sur les chirurgies, les taux d'occupation des centres d'hébergement de la Côte-Nord, les ressources humaines du Centre intégré de santé, par exemple. Les internautes pourront sélectionner une installation comme Sept-Îles, Port-Cartier, Havre-Saint-Pierre pour obtenir des informations locales. C'est une équipe déjà à l'emploi du 6 Côte-Nord qui a été formée pour réaliser ce projet. Des ajustements pourraient être effectués ensuite. On va mettre ce site-là dans nos favoris, hein? Je pense qu'on va y avoir accès souvent. Les scientifiques s'inquiètent de la présence de 3 carcasses de baleines noires qui dérivent dans le Saint-Laurent depuis le 6 juin. Il s'agit d'une espèce les plus menacées de la planète. Il en reste moins de 500 individus. Les carcasses de baleines noires ont été aperçues cette semaine au Nouveau-Brunswick, aux îles de la Madeleine et près d'Anticosti. Elles continuent de dériver en direction nord-est et pourraient se retrouver au large de la Côte-Nord. Les pêcheurs et les villégiateurs sont invités à être vigilants et à signaler leur présence. 3 autres baleines noires avaient été retrouvées sans vie en Gaspésie en 2015. Ces mortalités dans le Saint-Laurent demeurent un phénomène inexpliqué. Les spécialistes aimeraient documenter ces baleines noires. Urgence mammifères marins au 1-877-7 baleines souhaite recevoir des photos, des vidéos et d'autres observations détaillées.
La mairesse de Port-Cartier, Violaine Doyle, se réjouit de l'adoption la semaine dernière à l'Assemblée nationale du projet de loi 122 qui reconnaît les municipalités comme gouvernement de proximité. Elle croit que c'est un tournant historique pour Port-Cartier et les villes du Québec. Violaine Doyle souhaite que les décisions se rapprochent des citoyens pour bâtir des communautés plus fortes. La loi 122 accorde davantage d'autonomie et de pouvoir à la ville de Port-Cartier. La mairesse croit que ce sont les citoyens qui bénéficieront du nouveau cadre législatif. En bout de ligne, elle louange le travail du ministre Martin Coiteux et du premier ministre Philippe Couillard. Dans ce dossier, du moins. Je suis pas sûr qu'elle aurait le même discours si on parlerait du quai municipal. La participation a doublé pour la 2e édition de la grande journée des petits entrepreneurs à Sept-Îles-Ouachat. L'événement du 17 juin aux Galeries Montagnaises a regroupé une vingtaine de jeunes âgés de 5 à 12 ans qui ont créé leur petite entreprise d'un jour. La grande journée des petits entrepreneurs est organisée dans toutes les régions du Québec. Quelques 4000 enfants se sont ainsi initiés à l'entrepreneuriat cette année, 1000 jeunes de plus que l'an dernier. L'activité à Sept-Îles-Ouachat était réalisée par le Carrefour Jeunesse Emploi de Duplessis et le centre commercial Inou. Et puis, Chantal Maher de Sept-Îles et son entourage ont réalisé une vente de garage qui a rapporté 600 $ au Centre de prévention du suicide de la Côte-Nord. L'activité a eu lieu au local des Scouts à Sept-Îles les 17 et 18 juin. L'organisme est très reconnaissant de cette initiative citoyenne. Chantal Maher a mis en vente plusieurs articles. Elle a proposé aussi un dîner avec des pâtisseries, des sucreries. Tout ça pour la cause de la prévention du cancer. Voilà, ça complète ces actualités régionales. On revient sur l'actualité depuis septembre avec le maire de Sept-Îles, Régent Porlier, pour notre dernière de Côte-Nord Attitude dans quelques instants. Ce qui est excitant quand on déménage, s'installer dans sa nouvelle maison. Et chez Cogeco, on croit que votre nouvelle maison mérite le meilleur divertissement. Obtenez la meilleure télé, Internet et la téléphonie pour seulement 69 $ par mois pendant 6 mois. Chez Armoire Distinction, l'été rime avec nouveauté. Produits exclusifs, nouvelle collection de laminés et lancement de notre garantie à vie. Un vent de fraîcheur et d'inspiration vous invite à venir rencontrer notre équipe de designers. Passez maître dans l'art de maximiser l'espace et la fonctionnalité, que ce soit pour un projet de rénovation ou une construction neuve, nos designers créeront pour vous des aménagements stylisés à votre couleur. Offrez-vous une expérience unique et créative. Osez Armoire Distinction. Ouvert pendant toute la période estivale, 791 Boulevard L'Or, Sept-Îles. C'est la fable du lièvre et de la tortue en pleine course pour profiter de l'événement approuvé par le fabricant Nissan avant le 30 juin. Le lièvre, seul à sa shop, remettait chaque jour sa visite chez son concessionnaire Nissan. La morale de l'histoire? Seule la tortue roule aujourd'hui en Rogue grâce au rabais additionnel allant jusqu'à 1500 $ sur les VUS, incluant le Pathfinder, Murano et Juke. Pendant que notre petit lièvre, lui, fait du pouce. Dépêchez-vous, passez avant le 30 juin. Les conditions s'appliquent. Détaillez chez votre concessionnaire Nissan. Jusqu'à 13h. Côte-Nord. Attitude. Pure FM. 94.1. Le maire Régent Porlier est avec nous alors qu'un premier navire de croisière mouille au quai du port de Sept-Îles présentement. Monsieur Porlier, bonjour. Bonjour. Alors le navire, on va y aller tantôt, quoi, hein? C'est quand même la saison des croisières. C'est un peu comme le début de l'été aujourd'hui, là. Après d'ailleurs quelques semaines assez chargées du côté de la mairie quand même, hein? Oui, ça arrête pas beaucoup, mais l'été, on l'a senti hier. Moi, hier, le 21, là, on aurait dit que l'été arrivait. En plus, il devait mouiller, puis il a fait super beau toute la journée. Ouais. On en a profité. C'est un bel été à cette île quand même. Il va y avoir les grands voiliers, en plus de notre vieux quai en fête. Il y a quand même beaucoup d'activités maritimes cette année, c'est le fun. Ben, de plus en plus, là, l'aspect maritime de notre ville, il ressort. Hein. Les grands voiliers, c'est le fun. C'est sûr que tout ça vient avec le 150e du Canada, donc on a une facilité pour arranger les choses. 5 bateaux, 5 voiliers, puis des beaux bateaux. Ça va amener du monde autour de la promenade. Ça va être le fun. Ouais. Un petit peu dommage qu'on en ait perdu un, là, le Goose Bay qui devait passer la fin de semaine ici. Les navires militaires, là, ça rejoint quand même des gens. C'est toujours impressionnant à voir aussi, là. Malheureusement, ils ont jugé que Saguenay était plus important que cette île, mais ça, on n'y peut rien. Ben, ils vont sûrement avoir un petit regret, puis ils se reprendront. Ils auront d'autres occasions, ouais. Et pour ce qui est de la saison des croisières qui commence aujourd'hui, c'est le fun de recevoir des navires en été comme ça. Hein? On est plus habitués, ils viennent d'habitude dans la saison des couleurs plus tard en automne. Oui, l'automne,
tant qu'à moi, pour moi, c'est ma plus belle saison sur la Côte-Nord. Mais écoutez, j'ai participé à un des rendez-vous pour les croisières, toutes les entreprises qui gravitent autour de ça. La semaine passée, on avait une délégation. Je trouvais important, au moins une fois, de bien comprendre l'industrie des croisières. Et j'ai été impressionné d'abord de voir nos gens aller au travers de ça, puis de réussir à attacher des bons morceaux, parce que c'est pas évident. On a terminé avec un exercice fallait planifier un voyage d'un bateau à différents endroits avec toutes les contraintes, les contraintes financières. Donc là, on était plus. Honnêtement, ça m'a permis moi de mieux comprendre l'importance d'avoir quelque chose ici. Tu sais, on parle d'un wow là, pour que le bateau, pour que l'entreprise décide de venir passer par cette île. Parce que les ports qui sont prêts, c'est une chose, mais quand tu es obligé de taper, plusieurs centaines de kilomètres pour arriver à un port, il faut que tu veuilles y aller. Donc, ça prend vraiment un produit d'appel, ça prend quelque chose de très intéressant, puis ça va de mieux en mieux de ce côté-là. Puis moi, je suis encore convaincu aujourd'hui qu'on a un bel avenir pour les croisières à cette île, et c'est toute une vitrine. Est-ce que le wow va débuter par la construction d'un pavillon d'accueil permanent? C'est la porte d'entrée? Oui, mais on était le dernier à ne pas l'avoir. Tout ça est en train de s'attacher, puis ça va bien pour avoir notre poste d'accueil à des coûts très raisonnables. Moi, ça, je peux vous le dire. Avec une participation du gouvernement, on a l'aide est au rendez-vous. C'est d'ailleurs toujours comme ça qu'on monte nos projets. Il faut aller chercher, avoir un bon synchronisme avec les programmes, et ça va y être. Mais plus que ça, l'événement, c'est que tout le monde parle, c'est le Queen Mary 2 l'an prochain. Ouais. Oui. Et donc, pour être prêt, c'est maintenant qu'on est à pied d'œuvre. C'est maintenant qu'on réfléchit toutes les stratégies pour non seulement le Queen Mary 2, mais il y en a même un qui est un peu plus gros que le Queen Mary 2 qui va venir avant, mais il n'y a pas la notoriété du Queen Mary 2. Ouais. 2018 et 2019 seront des années records pour les croisières. Marie-Ève Duguay nous disait que elle avait eu des bonnes nouvelles cette semaine. D'ailleurs, le tourisme, ça fait un petit peu partie. Quand on dit sur le plan économique, là, on l'a vu avec la rencontre de développement économique cette île, la priorité à cette île, c'est de diversifier notre économie. Le tourisme, c'est pas des mines non plus. Là. C'en est une certaine forme là, de mettre des emplois un peu dans d'autres secteurs que le secteur minier. Absolument. Puis j'ai participé à une conférence il y a quelques semaines dans le contexte des arts et la ville. Et là, on parlait de culture. Et moi, j'étais surpris d'apprendre, mais quelque part, c'est la réalité. La culture, l'étude était pour la région de Mauricie. Troisième élément clé au niveau de l'économique. Pour la région, c'était la culture. La culture, le tourisme, c'est des choses qui s'attachent très bien ensemble. On va se le dire, on part de loin, mais on commence à avoir des choses très intéressantes. Et justement, diversification économique, ça va venir aider, ça va venir amoindrir peut-être un jour les fameux, quand on dit la question des ressources naturelles là, qui nous fait tellement mal, les aléas du marché. On y travaille fort et c'est un aspect à ne pas négliger. Le potentiel est là. Tout le monde qui passe à cette île, vous avez quelque chose d'exceptionnel dans votre cours. Puis de plus en plus, on a des gens qui mettent l'épaule à la roue pour développer une offre intéressante. C'est en interrelation aussi. On voyait les beaux documents publiés par Développement économique cette-île pour dire aux gens là que c'est un bon endroit pour investir, démarrer des entreprises. Il y a quand même beaucoup de matériel de promotion. On mise un peu sur le tourisme, sur nos loisirs, sur les services disponibles pour dire ça aux gens là qu'on peut partir des entreprises et recruter du personnel compétent facilement à cette île. Justement, Régent Paulier, la rencontre Développement économique cette-île, vous étiez présent, il y avait beaucoup de gens. On a discuté de la gouvernance, on était en train de revoir la gouvernance. Marc Brouillette nous a expliqué cette semaine là peut-être la composition du conseil d'administration sera revue. Est-ce que c'était la demande du maire? Parce que, quand même, on voit quoi? Est-ce qu'il y a eu un rapprochement avec le milieu économique via ta participation à développement économique au cours des 3 dernières années? Là? Alors, on se fait pas de cachette. Là. Moi, il y a 2 éléments que je trouvais importants de regarder. C'est pas de remettre en question, c'est de regarder. À l'occasion, faut le faire. Dire, est-ce qu'on fait les choses de la bonne façon? Il y avait la question de la transparence, et là, on est au rendez-vous. Puis je suis bien heureux de ça. Une fois, année, on va s'assurer publiquement de rencontrer les citoyens, puis de dire, regardez, voilà ce qu'on fait chez Développement économique cette-île. Et ici, les gens s'y prêtent très bien. Et tout le monde sort gagnant de ça. De l'autre côté, la gouvernance, je l'avais aussi dit, est-ce que ce serait pas normal
de voir est-ce que on a les meilleures façons de faire. Est-ce que notre structure est encore 43 ans plus tard? Hein, des remises en question, il y en a pas eu souvent. On est dans le jus, tout le monde roule, on avance, mais les choses changent aussi. Et un des aspects, moi, que je tenais beaucoup, c'est de permettre aux nouvelles idées de venir influencer tout ça. Donc, d'avoir une certaine porte d'entrée pour à des nouvelles personnes à l'occasion. Et ça, mais encore là, moi, je vois une porte ouverte. Les gens s'y prêtent. Puis à l'exercice, essayons de trouver. Si c'est les meilleures façons de faire, ça sera ça. Mais de se prêter à l'exercice de dire, regarde, peut-être qu'on peut faire autrement certaines choses pour qu'en bout de piste, finalement, on arrive un peu plus rapidement à notre diversification économique. Et pour ça, faut ouvrir. Il faut dire, regardez, on permet aux idées de rentrer et il faut se donner les moyens de le faire. Puis on fait des bonnes choses, là. Nos gens font des bonnes choses. Il y a aucun doute là-dessus. Mais moi, je pense que c'est vraiment l'aspect de dire, trouvons une façon de laisser rentrer les idées. Mm-hmm. Et puis, il y a tout le dossier de Mine-Arnaud à travers tout ça. Là, on peut le rappeler, la position du maire. On s'attendait à une annonce avant aujourd'hui. Là, on nous avait dit avant l'été. Là, on est vraiment l'été. Peut-être qu'on va nous dire bientôt qui est le troisième partenaire, mais que les fils ne sont pas tous attachés. Moi, lundi soir, parce qu'il y avait les gens qui étaient là du public, qui étaient pas sur le conseil d'administration ou à l'emploi de développement économique, c'est des gens qui sont connus pour leur opposition à Mine-Arnaud. Je pensais que le débat aurait lieu là, mais Régent Porlier, finalement, le troisième partenaire, on va l'accueillir au niveau du maire puis lui rappeler qu'il y a encore des inquiétudes, quoi. C'est comme ça que ça risque de se passer. Les gens, je pense qu'on le reprend à toutes les fois, puis c'est correct. Il faut croire que c'est important que les gens le comprennent bien. Moi là, puis j'ai toujours dit, tu tires pas sur une fleur, là. Elle va pousser la fleur lorsque les éléments vont être là. Le troisième partenaire, ça prend une situation économique qui fait en sorte que le marché, j'imagine, le marché de l'apatite va être au rendez-vous. C'est beaucoup plus facile de trouver des partenaires quand tu sais que tu vas être en mesure de liquider ce que tu vas exploiter. Ça, quand les conditions vont être là, le partenaire, j'ai même pas de doute, le partenaire va être au rendez-vous. Puis le gouvernement, il travaille fort pour ça. Moi, de mon côté, ça a toujours été clair. J'ai pu exprimer à Mine-Arnaud, exprimer au gouvernement, puis il y a personne qui me dit que ça sort des nues tout ce que je dis. On a des préoccupations. Est-ce que c'est normal qu'un maire se préoccupe, entre autres, de sa source d'eau potable? Est-ce que c'est normal qu'il se préoccupe de ses citoyens? Et si oui, les trois préoccupations que j'ai exprimées la dernière fois qu'on s'en est parlé, hein, il y avait les gens qui vont être près de la mine, il y avait la question de l'eau potable. Je dis pas que il y a pas de scénario catastrophe, là. Puis on n'est pas dans de dire non, le projet, puis c'est pas bon, puis il y a rien. C'est pas vrai. Il y a des préoccupations qui sont là, très légitimes, comprises par Mine-Arnaud. C'est ce que quand on les rencontre, ils comprennent ce qu'on leur dit, comprises par le gouvernement. Puis on dit, regarde, moi j'ai toujours dit, aidez-nous à vous aider. Il y a des petites choses sur lesquelles ça serait intéressant qu'on travaille. Et non d'attendre l'annonce, parce qu'un jour, quand ça va être au rendez-vous, je dirais les facteurs économiques, à mon avis, c'est quelque chose qui va arriver. Il y a maintenant près de 4 ans, à la dernière élection municipale, le débat, le dossier, l'élection s'est faite sur le dossier Mine-Arnaud. Il y a une élection à l'automne prochain. Vous avez déjà annoncé vos couleurs que vous représentiez. Est-ce que ce sera encore le dossier qu'on devra débattre et qui fera source au débat Mine-Arnaud? Écoute, j'espère que non, mais je suis convaincu que si le dossier le Mine-Arnaud est pas en marche, je suis convaincu que ça va être probablement la chose qui vont me remettre continuellement. J'aurais beau dire et redire comme je le fais depuis 3 ans et demi que je suis pas contre le projet. J'aurais beau dire, voilà mes préoccupations. Ceux qui souhaitent d'avoir un autre maire, ils vont dire, il est contre le développement. Comme si mon mandat va se résumer à Mine-Arnaud. Mine-Arnaud, là, même si toutes les affaires, tout le monde le rêvait tous les soirs pour allumer des cierges, là, ça, à mon avis, ça va être quand les conditions du marché vont être là, un investisseur va se pointer. Tu as un gouvernement qui a tout fait ce qu'il pouvait avec l'achat de la Pointe-Noire, donc la facilité pour l'expédition, les conditions gagnantes. Fait que c'est une question de marché, à mon avis. Puis les petites préoccupations, elles sont là, elles sont connues, puis ils y répondront au moment possible. Mais t'as raison, je suis profondément convaincu que c'est à peu près comme les élections provinciales. On trouve une chose, on ne parle que de ça pendant l'élection. Mais moi, je parlerai des autres choses parce que je peux vous dire que depuis 3 ans et demi, on n'arrête pas. D'ailleurs, on se rencontrait pour la question du gaz naturel cette semaine avec la coalition. On a envoyé une lettre à 3 ministres
pour leur dire, là, rapidement, on veut s'asseoir, il y a des choses intéressantes qu'on voit, mais il y a pas que Mine Arnaud. Et j'ai toujours dit, puis je continue, s'il faut attendre après Mine Arnaud, et que Mine Arnaud devait ne pas se concrétiser, on va avoir l'air de quoi au bout de ça? Il y a eu toute la diversification, je pense, les tentatives qui ont marqué le mandat de Régent Parlier. Il y a encore savoir à faire, là, un 5-7 ce soir. Je pense que l'autre aspect du mandat, c'est la qualité de vie, l'organisation d'un forum citoyen et les réflexions sur la qualité de vie à cette île. Là, l'élection de l'automne, elle s'organise comment? Est-ce que il va y avoir une équipe autour de Régent Parlier avec des candidats dans chaque quartier, quoi? Ah non. Moi, je veux pas devenir avec un parti. Là. Je crois pas à ça. Je crois pas à ça, pas pour une ville comme cette île, là, peut-être à Montréal et Québec, mais pas à cette île. Pour la bonne raison que moi, demain, tu travailles avec une équipe. Là. On dit on va essayer de monter une équipe. Et là, les candidats de ton équipe passent pas. Ça peut arriver, ça. Puis là, tu es avec des adversaires en commençant ton mandat. Est-ce que c'est tentant de travailler avec des adversaires? Moi, je vais travailler avec les personnes élues, peu importe lesquelles. Sur ce plan-là, ça s'est bien passé. Vous avez formé une équipe agréable et c'est sûr que, il y a 9 personnes autour d'une table, on n'a pas tout le temps la même opinion, puis on peut en débattre. Hein. C'est là pour ça, des conseils municipaux. Mais pour toi, le bilan, là, ça a été assez travail en équipe au niveau du conseil actuel? J'invite les gens à suivre les séances, à parler à leurs conseillers. Alors, il y a bien des choses qui se passent l'après-midi qu'on voit pas la séance publique le soir aussi, là. Ouais, non, mais je veux dire, l'atmosphère, elle est là. C'est-à-dire une atmosphère de respect qui permet aux gens d'exprimer leurs idées. Et ça, c'est pas juste en caucus, c'est dans la communauté. Ça, j'espère que les gens l'ont vu et l'ont remarqué quand même depuis qu'on est là, c'est-à-dire permettre aux gens d'exprimer. Comme tu dis, on n'est pas obligé d'être d'accord, c'est pas grave, parce que c'est dans le débat que tu fais avancer une société. Les gens qui pensent tout pareil, là, puis qui en vase clos, ça nous amène à nulle part. C'est important, l'idée, c'est important de l'entendre, d'en débattre. Puis ça arrive qu'on réussit à faire avancer nos choses, parfois non. Mais de façon générale, moi, je suis convaincu qu'on a une atmosphère qui permet de faire avancer nos dossiers parce que on débat sereinement avec le caucus et avec la population. Régent Parlier, maire de cette île, un gros merci pour votre passage en direct à Côte-Nord Attitude de ce midi. Bon été! Merci beaucoup, puis on attend les gens ce soir au pavillon Alouette, là, 5 à 7, pour venir entendre qu'est-ce qui est sorti de là, le savoir à faire. Les gens qui ont le goût d'entreprendre ou qui ont... venez voir, qu'est-ce qu'il y a dans ça, c'est donne bien, la pluie et les nuages arrivent vers 5 heures. D'ici là, on peut aller profiter du bord de la mer et du passage d'une croisière. On continue la discussion un peu dans le même sens, là, bilan, peut-être plus avec des dossiers syndicaux d'ajouter. Nicolas Lapierre vient nous jaser dans quelques minutes à Côte-Nord Attitude. Jusqu'à 13h. Côte-Nord Attitude. J'ai besoin de changement, d'un vent de fraîcheur chez moi. J'ai envie d'un nouveau décor. Et je sais où je vais aller pour trouver tout ce dont j'ai besoin. La boutique Art Déco située à Place de Ville. Ils ont tellement de belles choses, je sais que je vais trouver ce petit quelque chose de spécial qui va rendre mon décor grandiose. En plus, il y a 20% de rabais sur toute la décoration en boutique jusqu'au 24 juin. Je vous le dis, ça vaut vraiment le détour. Pour votre nouveau décor, la boutique Art Déco de Place de Ville, c'est la place. Et je vous rappelle, 20% de rabais sur la décoration en boutique jusqu'au 24 juin. Bonjour, je suis Carole Bérubé de Sept-Îles Embellissement Nutrit Côte-Nord. J'ai décidé de venir faire affaire avec la radio parce qu'on m'a abordé puis on m'a proposé un très beau concept que je trouve merveilleux. Puis je trouve que c'est très, très profitable pour notre compagnie. C'est très rapide et puis on entend souvent notre nom revenir. Je trouve ça merveilleux de voir le nombre d'appels puis même le monde autour de moi qui m'en parle, là, tu sais, qui me disent « Oh mon Dieu, on t'a entendu à la radio même. » Ça a une très, très bonne impact. Faites confiance à Attraction Radio et découvrez la force d'attraction. Côte-Nord Attitude. Pure FM 94. On reçoit le coordonnateur du syndicat des métallos pour l'Est du Québec et la Côte-Nord. On est un peu dans une émission bilan de l'actualité. Nicolas Lapierre est avec nous pour parler d'actualité syndicale, politique et économique, finalement, parce que les métallos sont très impliqués dans tous ces domaines. Bonjour, Nicolas. Bonjour. D'abord, le dossier le plus chaud, là, il y a des rencontres actuellement. Rio Tinto, Fer et Titane à Havre-Saint-Pierre, ce qui est annoncé cette semaine. 32 coupures de poste encore. Ça s'ajoute quand même au plan de 2015 qui a déjà fait mal. C'est un dur coup, ça, hein?
hein, pour les métallos, puis pour toute la région Côte-Nord. Hein? Oui, pour toute la région, particulièrement pour la Manganie, mais effectivement pour toute la région. Oui, c'est un dur coup. Écoutez, c'est 32 postes abolis. On me dit 29 mises à pied, là, 29 travailleurs et travailleuses qui ont reçu des avis de mise à pied, qui s'ajoutent aux 70 qui ont déjà eu lieu là, en 2015. Donc, oui, ça c'est clair que c'est un dur coup. C'est dans ce contexte-là qu'on est retourné s'asseoir avec l'employeur. Là. D'ailleurs, on rencontre nos membres ce soir pour leur faire un petit résumé de ces 2 journées-là. Là. Aujourd'hui, c'est notre dernière de la saison. Nicolas, on est un peu dans le bilan là, de l'actualité de la dernière saison depuis septembre. J'ai l'impression que la signature du contrat chez ArcelorMittal, c'est de loin là, l'événement syndical de l'année pour les métallos, en tout cas. Oui. C'est quand même le plus gros employeur à Côte-Nord. Oui, c'est clair que c'est la plus grosse négociation au Québec en termes d'entreprise privée, la plus grosse table de négo. C'est clair que le Québec était tourné vers nous. On était très conscients qu'autant le ministère du Travail que tout le monde nous regardait aller. Il y a eu des mandats de grève assez forts. En plus, ça a été beaucoup médiatisé. Puis Arcelor l'a pris au sérieux aussi en envoyant Lucien Bouchard dans le décor, un gros canon quand même. C'était un bon coup pour les métallos régler ce conflit-là. On est très heureux du dénouement de tout ça. C'est un bon contrat de travail. C'est un contrat qu'on pense qu'on a ramené le respect. C'est un bon contrat monétaire. C'est encore une fois, c'est de l'argent qu'on réinjecte dans la région. Ça, on en est très, très fiers. Fait que oui, c'est un événement marquant, mais évidemment, on pilote plusieurs autres dossiers. Il y en a qui sont moins beaux. Le dossier de la loi d'arrangement des créanciers de l'ancienne minière Cliff. On travaille toujours pour nos retraités puis nos travailleurs. À l'Endan, la relance du lac Bloom. C'est quand même rassurant avec Arcelor. C'est pas des 2 de pique, Arcelor. Là. C'est une grosse compagnie mondiale qui est en Europe, qui est sur tous les continents, qui transforme son fer, qui fait des activités importantes à Fermont et à Port-Cartier avec une usine de bouletage. Quand on regarde chuter quand même le prix du fer sur les marchés mondiaux, comme c'est le cas depuis le début de 2017, là, d'avoir une entente avec Arcelor, c'est rassurant. De voir Champion vouloir réouvrir le lac Bloom, c'est rassurant aussi? Ben oui, bien sûr, c'est rassurant. Pour parler d'ArcelorMittal, ça vient pérenniser les emplois puis assurer une paix sociale là, pour les 4 prochaines années. Mais oui, ça vient nous dire qu'ArcelorMittal voit de l'avenir sur la Côte-Nord, puis ça, on en est très heureux aussi. Là, évidemment, le lac Bloom, ça, c'est un autre paire de manches. C'est pas le même niveau d'opération, mais les discussions qu'on a avec l'employeur, c'est que tout est en place pour un redémarrage en 2018 pour rappeler les employés. Ça fait que ça semble sentir bon de ce côté-là aussi. Écoutez, c'est sûr que le prix du minerai stagne là, à entre 55 et 60 $ la tonne. On aimerait qu'il soit un peu plus haut. En tout cas, s'il peut minimalement. Ça reste source d'inquiétude. Là. Il y a d'autres projets qu'on aimerait voir émerger éventuellement. Les emplois de Cliff qu'on a perdus en 2015, vos membres, ils sont pas tous revenus au travail. Il y en a qui ont quitté la région. C'est ça la réalité. Absolument. On est toujours en attente du dénouement de l'appel d'offres pour l'usine de bouletage aussi à Pointe-Noire. On espère un redémarrage, en tout cas sous quelque forme que ce soit. Fait qu'on, c'est sûr qu'on a bien hâte de voir ce qui va arriver avec ça. On espère que 2018, on avait dit que 2017, ça commencerait à, vous me permettez l'expression, à dégeler tranquillement. On pense que 2018 pourrait être prometteur, là, donc je pense qu'on pourra repartir sur un cycle. C'est ce qu'on souhaite. Ouais, c'est ce qu'on souhaite, effectivement. Nicolas Labière, il y avait une rencontre, t'es coordonnateur pour les syndiqués qui sont affiliés aux métallos. Il y en a dans toutes sortes de domaines d'ailleurs, là, dans tout l'est du Québec. La rencontre avait lieu à Carleton-sur-Mer la semaine dernière. Un beau décor pour réfléchir. C'est un peu ça qu'on fait. On a jasé des priorités là, de la prochaine année. Oui, la priorité de la prochaine année, mais aussi tous les présidents des différentes sections locales, que ce soit le Havre, Sept-Îles, Port-Cartier, Fermont, la Matane, Montjoly, tous ces gens-là viennent faire un résumé de la dernière année aussi, des problématiques qu'ils ont eu, des bons coups qu'ils ont fait. Puis ça permet aussi aux différents partis, différentes sections locales de pouvoir échanger entre eux puis de voir quelles problématiques il y a ailleurs, comment est-ce qu'ils l'ont réglé. C'est un échange, ça se veut aussi un événement de solidarité aussi. Puis fait que oui, puis on invite en parallèle à ça quelques conférenciers qui nous permettent je dirais pas d'améliorer, mais de pigmenter un peu la teneur des discussions aussi. Là, ça fait que, vous savez, les métallos, on fait la défense de nos membres via nos conventions collectives, mais aussi on fait de l'éducation en politique, au niveau économique aussi, effectivement. Fait que, est-ce qu'il y a un dossier mobilisateur pour les syndiqués métallos là sur la Côte-Nord actuellement, quoi, face à l'avenir? Il y a pas une priorité qui ressort plus que d'autres là pour la prochaine année? Non, c'est sûr que dans la prochaine année, on va s'attaquer
partir de l'automne un renouvellement de la convention chez la minière Rio-Acetyl aussi, qui est un autre gros dossier, avec nos confrères du Labrador, évidemment. Puis toute la question de la relance du lac Bloom, toute la question de la loi d'arrangement des créanciers des compagnies, c'est un dossier que ça fait 3 ans qu'on pilote aussi, ça, ce dossier-là. Puis l'autre priorité qu'on a, c'est de terminer l'arbitrage de la première convention collective chez Tim Hortons. On est taureau, vous savez que nos salariés qui se sont syndiqués avec beaucoup de courage depuis février 2015, n'ont toujours pas de convention collective. Donc, on est devant un arbitre des griefs pour trancher ou déterminer la première convention collective. Évidemment, c'était un peu long, là. Il y a une question de journée d'audience, mais on poursuit ce dossier-là. C'est un dossier important pour nous autres aussi, le dossier des Tim Hortons. Comme tu l'as dit, les métallos sont très impliqués aussi au niveau de l'éducation politique. On s'implique carrément aussi en politique fédérale, provinciale. En tout cas, l'homme, Nicolas Lapierre, le fait. Des fois, ça implique aussi le coordonnateur et le syndicat. Là, entre autres, vous avez montré que vous étiez prêt à aller au front là avec le collectif Cette-il Agir à venir là dans la dernière année. Faut dire que l'élément déclencheur, ça a été la fermeture chez Trinor, c'était vos membres. L'urgence d'agir, ça a été marquant. Là. On est encore là, les métallos. On va se mobiliser pour qu'il y ait une relance à Cette-il puis pour la favoriser. Ah, c'est clair. Les métallos ont toujours été de tous les combats, qu'ils soient communautaires, économique, social, évidemment, puis fondamentalement de la défense de nos membres, mais on siège sur différents comités au niveau économique, puis on en est très heureux. On s'est battu pour l'aluminière Alouette, là on se bat, que ce soit pour Minorno, on se bat pour une relance économique, on est toujours là. Ça fait partie de notre ADN, hein. Pour nous, c'est pas mal les plus souvent qu'autrement imbriqués ensemble. Par exemple, quand on s'implique en politique, on essaie d'influencer des lois du travail qui nous impactent comme travailleurs, puis de jouer au niveau économique, ça fait de nous un joueur, je pense, sans être prétentieux, un joueur important, je pense, dans la région. Vos membres sont habitués à ça, Nicolas? Ben, c'est pas tout le monde qui est péquiste souverainiste quand même, qui a sa carte de membre, là, qui travaille chez Arcelor ou chez Rio Tinto. Il laisse les dirigeants syndicaux s'impliquer au niveau, puis prendre des positions au niveau politique. Oui, les gens sont assez à l'aise avec ça, mais en même temps, on connaît nos membres, on sait ce qu'on peut aller, on sait ce que la glace est mince ou ce qu'elle n'est pas aussi. Évidemment, l'échiquier politique a changé dans les dernières années, ça c'est clair. Vous remarquerez qu'on fait plus de grandes sorties à un appel au vote comme on faisait avant. La dernière fois qu'on l'a fait, c'est dans le contexte de la dernière élection du Bloc québécois, parce que pour nous, c'était clair que Mme Gill était la candidate par excellence. Ça peut aller jusqu'où, votre implication là, politique? Sur le plan local, par exemple, les élections municipales en 2017, est-ce qu'on pourrait s'impliquer un petit peu aussi au niveau de l'exécutif? Je sais qu'au WAF, ça se faisait des fois, les métallos quand même, au niveau municipal. Ben, au WAF, ça peut se faire au niveau local, la section locale comme telle, mais c'est clair que dans les prochaines élections municipales, on s'est rarement... j'ai pas de souvenance qu'on s'est impliqué directement dans les élections municipales, puis j'ai pas l'intention qu'on s'implique cette année là, évidemment. On va laisser ça. Je vous dirais qu'on a plus tendance à s'impliquer où il y a des niveaux de décision qui nous interpellent par rapport aux lois du travail, puis là ça se passe à Québec et à Ottawa. Là. Puis sur le plan personnel, toi quand même, ça fait pas un an là que t'es coordonnateur des métallos. Il y en a eu bien d'autres avant toi qui t'ont précédé, qui ont continué ailleurs là dans l'organisation syndicale, des anciens de cette île. Il y en a partout, des très célèbres même qui ont occupé ton poste. Est-ce que pour toi tout est clair? Je voyais entre autres cette semaine là, je suis allé à la rencontre développement économique cette île, le rapport annuel. T'es sur le conseil pour représenter les syndicats. T'es impliqué dans plein de choses. Pour toi là, il y a pas de distinction entre ta militance, l'emploi et personnel. Là. Ah non, ben non. Plus souvent qu'autrement, il n'y a pas de différence. Puis ça rentre dans le même sens. Oui. Quand on travaille pour le développement économique, on travaille pour nos membres, on travaille pour la population. J'ai toujours dit que le syndicat des métallos, c'est un joueur qui prône une chose, c'est d'occuper le territoire puis d'habiter le territoire. Puis le développement économique, c'est ça qui permet entre autres d'habiter le territoire aussi. Fait que quand on est là puis qu'on influence les décisions, on en est très heureux. Puis ça, il y a d'autres syndicats que ça fait pas partie de leur statut. Nous, s'impliquer en politique, ça fait partie de nos statuts et règlements au syndicat des métallos. C'est un peu partie de l'histoire, je pense, à cette île aussi. Clairement. Les métallos sont très impliqués politiquement. Ben, Nicolas Lapierre, un gros merci. Des métallos, en été, ça prend une pause ou il y a toujours des dossiers, des négociations, hein, puis des réunions? Oui. Techniquement, ça prend une pause, mais on verra ce que le dossier du Havre-Saint-Pierre va nous mener aussi particulièrement. Je pense que notre priorité, c'est de s'assurer que nos membres puissent profiter de l'été, puis pour ça, faut travailler aussi. Là. Ça fait on garde un œil très serré sur le dossier du Havre-Saint-Pierre, puis on va être en communication avec nos membres caïens. Un gros merci pour ton passage dans nos studios aujourd'hui. Merci beaucoup, merci de l'invitation. Vous écoutez Côte-Nord Attitude, en direct du studio C'est-il Embellissement Nutri de Côte-Nord.
Imaginez qu'on puisse se multiplier en 4. Il me semble que tout serait pas mal plus facile. Comme avec le Ford Edge SEL 2017 équipé de la traction intégrale. En ce moment, louez-le pour 178 $ aux 2 semaines à 0,99% sur 60 mois avec 1995 $ d'acompte. En plus, recevez 750 $ en bonus du printemps. Bonus du printemps? Bon, on va te faire un petit tour? Hey, bonne idée. On se ressemble tellement. Avec la polyvalence d'un Edge combinée à la traction intégrale, c'est facile d'embarquer avec Ford. Visitez trouvervotreFord.ca pour les détails. C'est jeudi, le 22 juin, que le Café-Théâtre Graffiti de Port-Cartier reçoit l'humoriste Martin Perizzolo. Drôle et passé-maître dans l'art du pince sans rire, il réfléchit avec nous sur scène à des choses parfois brillantes, souvent stupides, mais toujours avec le même aplomb. Vous le connaissez comme Benoît dans la pub Les Fromages d'ici ou Jean-François dans Les Beaux Malaises, il est grand temps de le découvrir sur scène. Une collaboration de la bijouterie L'Orchidée de Port-Cartier, billetterie au 766-0101. Prenez note que le service de restauration est offert du mercredi au dimanche de 16h à 19h. Jusqu'à 13h. Côte-Nord. Côte-Nord. Attitude. Pure FM. 94.1. Tommy, on est très heureux de recevoir en direct en studio l'athlète de haut niveau, Charles Paquette. Suite, entre autres, à cet événement ce matin, moi, je suis allé du côté de Sept-Îles Toyota. On lui a carrément donné une Corolla, là. Écoute, c'est jamais arrivé sur la Côte-Nord, ça. Christian Lepage a insisté là-dessus, là, cette semaine. Vraiment une commandite à un athlète de haut niveau de cette envergure-là. C'est jamais arrivé sur On va pouvoir y en parler parce que c'est plus qu'un petit coup de pouce qu'on vient de faire là ce matin. Charles Paquette, bonjour. Bonjour. On te laisse l'espace pour dire merci à Monsieur Toyota. Oui, merci beaucoup. C'est pas incroyable. Là, tu repars avec ta Corolla, là, tantôt, là. Ouais, je repars à Québec. Demain, j'ai un petit 5 km à courir, donc faut que je parte cet après-midi. On parle souvent de l'aspect mental, tu sais, de l'entraînement. Bon, tu dois t'entraîner physiquement, mais il y a toujours l'aspect psychologique, l'aspect mental. D'avoir des gens comme ça, qu'on le sait, qui pensent à nous puis qui nous aident à libérer ça de notre esprit. Quel impact ça a sur peut-être ton entraînement et tes performances? Assurément, c'est sûr que c'est une bonne tape dans le dos, puis comme tu l'as dit, là, c'est un support moral, puis tu sais, des fois on focus beaucoup sur les résultats en compétition, puis tu sais, à chaque jour je fais des efforts, fait que des fois c'est un peu dur à attendre après un résultat, mais tandis que là j'ai du support de la communauté, puis c'est vraiment incroyable, puis c'est sûr que c'est une autre réussite parmi tant d'autres, puis ça fait vraiment du bien, là, tu sais, c'est un encouragement, puis de voir qu'il y a du monde qui croit en moi, qui croit en mon parcours, là, ça fait vraiment du bien. Tout le côté recherche de commandite puis tout ça, là, pour l'athlète, c'est pas ça qui est le fun, là. Ce qui est le fun, c'est quand on a un papa qui s'en occupe ou un Christian Lepage qui organise des activités. Je pense que ton père a été mis à contribution dans le cas de faire les liens avec Sept-Îles Toyota, entre autres, là. Oui. Toi, ça t'enlève carrément un poids, là. Là, il te manque quoi, là? Ça te prendrait, quoi, un commanditaire, transporteur aérien? Tiens, Tommy, on va y trouver un transporteur aérien. Monsieur Paquette, serait bon, ça? C'est sûr, pour se rendre en Italie, ça fait toujours du bien. Ça va mieux qu'un avion qu'avec une Corolla. Les hybrides, c'est pas pour aller dans l'eau, hein? C'est ça, c'est pas route et eau. C'est ça. Il y a d'autres entreprises, hein, je voyais sur la voiture aussi, Remabec, il y a eu une petite conférence de presse à Port-Cartier à un moment donné, là, avec bien des partenaires, ArcelorMittal est là aussi. Quand même de sentir l'appui des entreprises de sa ville natale, c'est le fun aussi, hein? Ouais, c'est incroyable, justement, comme je disais, puis je suis un des athlètes les plus chanceux, je pense, sur circuit, là. On sent vraiment l'appui de la communauté de toute la Côte-Nord, puis je vois là, aussi les gens s'informent sur moi, sont vraiment au courant de toutes mes courses, et encore une fois, c'est incroyable. Puis je suis content aussi de voir l'engouement un peu qu'il y a avec le triathlon. C'est un sport qui est encore en découverte. Puis ton nom, il est toujours associé. C'est pas aussi facile peut-être qu'un joueur de hockey ou d'autres disciplines d'aller chercher des logos sur son veston. C'est pas ça qu'il y a bien de joueurs de hockey qui expliquent c'est quoi le hockey, mais moi je dois expliquer c'est quoi le triathlon. Puis je suis vraiment fier de l'expliquer. Je suis vraiment fier de voir que les gens s'informent. Puis en espérant que ça devienne de plus en plus populaire. Juste pour compléter la petite partie commerciale et commanditaire là, de l'entrevue, j'ai vu le logo CP sur la voiture. Ouais, c'est pour Claude ou pour Charles Paquette finalement là? Ça va être juste plus Charles Paquette, mais je pense qu'on pourrait mettre l'autre Paquette. Mais tu t'es fait un logo puis tu vas l'utiliser là pour la suite des choses. Ça pourrait être ça devient intéressant d'utiliser ça. Là, donc là, d'avoir des gens comme ça qui t'appuient, est-ce que ça te met une pression supplémentaire de performer? Parce que là, les gens croient en toi, les gens voient tes performances. Bon, on met pas des espoirs en toi, tu sais, pour rien, là, on voit tes performances dans les dernières années puis cette année. Mais est-ce que ça te met une pression supplémentaire de dire je dois répondre aux attentes ou je continue mon parcours?
Pas du tout, sincèrement, pour moi, c'est vraiment, je pense que je le vois plus comme un support, puis je crois que les gens ici, ils me donnent un support parce qu'ils veulent me supporter, puis c'est ceux qui veulent un peu de quoi en retour, ils veulent que je m'entraîne, ils veulent que je fasse ce que j'ai à faire, mais si je suis pas performant, je suis pas performant, si je suis performant, je suis performant, mais j'essaie de pas prendre ça comme une pression, mais plus un appui, puis on y viendra ce qui arrivera. La plus grosse pression doit venir de toi-même. Ouais, exact. Le compétiteur s'en met souvent beaucoup sur les épaules. Ouais. Tes objectifs là à court terme, parce que les Olympiques, on t'associe beaucoup aux prochains Olympiques, mais je pense qu'en termes sportifs, on y va à beaucoup pas un jour à la fois, mais un mois à la fois. Ouais, à plus courte échéance. Toi, tes objectifs là, peut-être à court terme, c'est lesquels? Cette année, c'est sûr que cette année, j'ai fait beaucoup de travail, plus des points techniques, puis je pense que vraiment un objectif, ça va vraiment de comme maintenant améliorer ma course à pied, puis d'avoir tu sais de bien tout enchaîner, mais ça va super bien maintenant. Là, j'ai travaillé ma natation, puis je m'en viens vraiment fort à vélo, donc c'est ça va être enchaîner une bonne course à pied, puis d'être vraiment solide, puis ensuite on va essayer d'avoir des départs en série mondiale. Donc vraiment des au niveau mondial, d'avoir des classements, d'avoir des points, d'avoir une certaine notoriété au niveau mondial pour ensuite accéder à d'autres niveaux. C'est ça, exact. Puis en fond, c'est ça, il y a une série mondiale cette année à Montréal, j'aimerais bien y participer, puis c'est ça, j'ai fait une course en Coupe du Monde tout récemment en Italie, puis j'ai prouvé que je pense que j'ai ma place avec les meilleurs, puis maintenant il va juste rester à Triathlon Canada à me laisser parce que départs. c'était ton année de transition dans le fond, hein, on changeait les distances puis tout ça, là, t'es vice-champion du monde junior, mais le passage du junior au senior, c'est une transition. T'estimes qu'elle se fait bien actuellement cette transition-là? Ça va super bien, c'est sûr que l'an dernier, j'avais fait un peu de course élite aussi justement pour pas trop avoir un changement drastique, puis c'est sûr que là, c'est plus je dirais la Coupe du Monde, là, quand je suis arrivé au départ de la Coupe du Monde, là, tu vois, c'est plus un duo calibre, puis tu sens la profondeur du groupe, là, puis c'est sûr que c'est pour moi personnellement, c'est de quoi qui m'excite plus, puis qui m'encourage, puis je suis vraiment bon dans les courses aussi, que le niveau de difficulté est élevé, je crois que ça me permet encore plus de me dépasser, puis c'est vraiment ça que j'aime. Donc les départs de Coupe du Monde, je pense que c'est fait pour moi. J'ai l'impression que les meilleurs outils pour un athlète rendu à ton niveau, là, c'est l'entourage, d'être bien entouré, puis deux, c'est la discipline à l'entraînement, puis tout ça, c'est peut-être les meilleures choses pour contrer le stress, la pression et tout ça, c'est de travailler avec une bonne discipline. Ouais, exact. Puis c'est ça, comme tu disais, j'ai vraiment un bon entourage. Là, je pense qu'à Québec, on commence à être vraiment bien entouré. J'ai tout récemment changé d'entraîneur, puis là j'ai un nouveau partenaire d'entraînement qui vient d'arriver, donc ça va super bien. Puis aussi la famille qui me supporte comme toujours. J'ai aucune pression de mes parents, puis c'est vraiment tout moi qui fait mon chemin, puis mon père qui est là, qui me supporte en arrière, qui me dit. Puis c'est ça, comme que je dis, il est toujours là, puis je pense qu'il va être là pour toujours, puis c'est précieux, ça c'est sûr que c'est précieux. On te suit dans les médias parce que nous on ramène tes nouvelles, on relègue tout ça, mais est-ce qu'il y a un endroit où est-ce qu'on peut soit peut-être contribuer financièrement ou te suivre facilement dans tes différents déplacements ou entraînements et compétitions? Pour me suivre, c'est sûr qu'il y a ma page Facebook, on peut me suivre là-dessus, puis j'essaie de mettre un peu plus d'informations possible, puis les plus actifs un petit peu là depuis quelques compétitions, on voit des messages après tes compétitions, c'est apprécié sûrement des gens qui te suivent. Ouais, j'essaie un peu de tenir les gens au courant, puis sinon c'est ça. Si tu contactes sur la page Facebook, j'imagine que tu peux les relayer à des gens de ton entourage pour t'aider pour différentes choses. Là. Génial. Je trouve que ce qui est particulier dans le cas du triathlon, là, parce qu'on regarde les saisons puis les lieux des grosses compétitions, c'est qu'en plus de s'entraîner pour être le meilleur physiquement dans 3 disciplines différentes, la natation, le vélo et la course à pied, c'est qu'il faut quasiment s'entraîner pour être résistant à la chaleur. Écoute, au Mexique l'année passée, il faisait 40 degrés pendant le championnat du monde junior. C'est pas évident, quoi. Ça te demande une préparation particulière pour être résistant à la chaleur. Je l'envoie en Floride quand tu fais 40, au Mexique quand tu fais 42. C'est sûr, il fallait vraiment se préparer pour ça. Je pense que c'était le gros enjeu l'an passé au championnat du monde, puis je pense que j'ai prouvé qu'avec ma deuxième position que j'étais capable de m'adapter à peu près à tout, puis c'est ça, dans le fond, c'était sûr que à 40 degrés, il faut que tu fasses attention. Il y a beaucoup aussi d'aspects que faut que tu penses vraiment à t'hydrater avant, rester le plus froid possible, puis boire aussi beaucoup pendant. Donc c'est vraiment des choses qu'il faut pratiquer là, durant toute la saison. C'était vraiment ça le focus là, de m'adapter à la chaleur. Puis ça ressemble à une saison de tennis un peu, c'est quasiment 9-10 mois par année. Charles performe bien à la chaleur. J'aimerais voir certains athlètes venir performer au froid ici. Je pense pas qu'il y aurait les mêmes performances que lui. Mais là, pour se maintenir, ses entraîneurs sont
sont sur la veille de dire de pas retourner sur la Côte-Nord quand tu fais 18 degrés. C'est pas chaud pour toi. C'est pas chaud. Eh ben, on te remercie beaucoup pour ton passage en studio. On continue de te suivre de proche, puis via ton site Facebook. Encore une fois, bravo à Monsieur Cossette chez Sept-Îles Toyota pour l'encouragement et à tous les autres qui t'encouragent également. Et à plus long terme, ben, on aimerait ça. Nous autres, ça se concrétise, les Olympiques en 2020. Là. On est en train de, le milieu est en train de s'organiser pour que tu puisses le faire sans trop de soucis. Ouais. Merci beaucoup. Merci. Attitude. La boutique Attraction, c'est votre nouvelle façon de magasiner tout en économisant. Lorsque vous faites un achat, nous vous remettons un bon d'achat que vous pourrez dépenser quand bon vous semblera. Avec la boutique Attraction, tout est à un minimum de 50%. Des rabais en restaurant et en magasin, des billets de spectacle, des forfaits familiaux et plus encore. On trouve de tout sur boutiqueattraction.com. Surveillez nos ventes thématiques et nos codes promo exclusifs qui vous permettront d'économiser encore plus. Pour magasiner aux 4 coins du Québec, boutiqueattraction.com. C'est l'événement Prix du fabricant de Hyundai. Pour une durée très limitée, le décompte estival est commencé. Vous payez le prix du fabricant. Obtenez jusqu'à 2000 $ en bonus du concessionnaire sur les modèles sélectionnés en stock. Certaines conditions s'appliquent. Tous les détails chez Sept-Îles Hyundai du 399 Boulevard L'Or. Côte-Nord. Attitude. Pur FM 94.1. Tommy, notre dernière invitée, c'est Valérie Dion, notre co-animatrice du lundi-mercredi. Alors, on va faire ça à 3 en co-animation pour conclure la dernière de la saison à Côte-Nord Attitude. Un peu comme la tradition de mon prédécesseur, Jean-Philippe Langlois, qui a animé cette émission. L'anglais, oui, qui a animé cette émission pendant des années, qui est maintenant toujours journaliste, mais dans sa région natale, à Rimouski. Donc, c'est ça. On finit l'émission en parlant des grands moments de l'actualité de la dernière année et un petit peu des choses à surveiller également. Mon Dieu, qu'il y aurait beaucoup à dire sur l'actualité il y en a beaucoup. Moi, je me suis choisi deux sujets qui ont retenu mon attention durant la dernière année. Premièrement, c'est dans le domaine de la santé, le fameux projet Optilab. On en a parlé et reparlé et reparlé. Il y a eu des manifestations, il y a eu des sorties médiatiques. Je trouve ça assez particulier qu'il y ait un projet comme ça qui, dans la population, dans les maires, les médecins, les gens du milieu, les travailleurs du milieu de la santé, semble ne pas faire l'unanimité du tout. Les gens semblent pas être satisfaits de ce genre de projet-là pour notre réalité à nous. Je dis pas que dans d'autres régions, ça ne peut pas fonctionner, mais pour notre réalité à nous. Mais que du côté des décideurs, on reste convaincu que c'est la solution et on ne bronche même pas d'un iota. On ne veut même pas discuter sur certaines choses. Ça, j'ai trouvé ça assez particulier comme dossier cette année. Oui. Et ton autre dossier, c'était au niveau du centre d'action bénévole. Ben oui, exactement. Je trouve que les centres d'action bénévole sur la Côte-Nord, ça a pas très bien été cette année. Ça l'a Sauf débuté. Port-Cartier. Ouais, Port-Cartier, ça a bien été, mais on a dû leur poser la question et eux, veut pas, ça les affecte également. Quand t'as Bécomo qui ferme à cause de problèmes, t'as Sept-Îles qui présentement, on pourrait presque dire qu'ils sont sous le respirateur artificiel. Ils ont déménagé leurs locaux, leurs activités ont réduit de beaucoup. Il y a eu des dossiers judiciarisés aussi qui, à ma connaissance, ne sont pas terminés. Donc là, on voit que le milieu du bénévolat, ou du moins des centres d'action bénévole, ça fait beaucoup jaser, mais malheureusement pas pour les bonnes raisons. Ouais. Et Tommy, toi, au sein de l'équipe de Côte-Nord Attitude, t'es mon gars qui garde un œil sur ce qui se passe au niveau sportif. Alors, dans le bilan, on n'en parlera pas longtemps parce qu'il vient de sortir de nos studios, mais ce que je trouve super intéressant, c'est qu'on a vraiment 2 athlètes là de Port-Cartier, un de Port-Cartier, un de Sept-Îles, qui sont positionnés pour les Jeux olympiques de 2020. C'est même le fun pour des animateurs de radio d'avoir ça dans le décor, dans une région comme ici. Puis là. on a des belles... Je parle d'Étienne Briand en judo et de Charles Paquette qui vient de sortir de nos studios. Pis ça, c'est du sport individuel à haut niveau. Pis ça, c'est tellement génial. Mais moi, je pense aussi, comme les jeunes du Petit Dracard qui ont réussi à remporter le tournoi de hockey de Québec cette année, après bon nombre d'années d'efforts et d'efforts, on les voyait toujours gravir un peu les échelons. Cette année, une victoire comme ça,
c'est une fierté pour la Côte-Nord au grand complet, puis même des gens là qui côtoient ces jeunes-là, ça doit être incroyable. Et si Tommy est celui dans l'équipe qui garde un œil sur le sport, Valérie est celle qui garde un œil sur les choses liées à la culture, la littérature, le social aussi. Puis au lieu de faire un bilan, Valérie avait plus le goût de jaser de ce qui est à surveiller. Entre autres, l'été maritime de cette île qui commence aujourd'hui avec un navire de croisière. C'est le fun, ça. Parce qu'un bilan, j'aurais pu en faire un. Tu sais, j'aurais pu reparler de Yvan Penneau qui a sorti un album. Tu sais, il y a les gars de Embark qui sont à surveiller. Bon, il s'est passé plein de choses sur le domaine culturel. Il y a nos événements annuels qui il y a jamais de raté quand on organise des salons du livre, un festival du film. Tu sais, c'est sûr que mon cœur pourrait vous parler de la Ligue d'impro de Sept-Îles aussi avec une victoire des Noirs, ça comme ça. Mais non, mais sans blague, moi c'est plus des choses à surveiller, je vous dirais, côté culturel, parce que l'été ça grouille beaucoup. Et là, comme on sera pas en ondes pour en parler, entre autres, le rendez-vous 2017, c'est Grand Voilier. C'est quand même spectaculaire là, ce qui s'en vient chez nous. Des activités qui seront à ne pas manquer. C'est une course de voiliers. On va pouvoir aller les visiter. Et plein d'activités 7, 8, 9 juillet prochain. On travaille très, très fort là-dessus. Il y a des activités qui se rajoutent tout le temps. Moi, je suis la page Facebook de Rendez-vous 2017, puis je vous invite à le faire aussi. Ça va être vraiment le fun. Et la fin de semaine, tout de suite après, c'est Vieux Quai en fête. Et là, Vieux Quai en fête, c'est une tradition, on a la programmation, elle est sortie, on en a parlé, mais moi je pense qu'on le surveille aussi beaucoup, puis bon, on l'a dit là, on efface tout ça, puis c'est le nouveau. Le déficit, ça a marqué la dernière année, le déficit de Vieux Quai en fête. Exactement, ça a marqué. Puis moi j'ai l'impression qu'on va beaucoup surveiller pour ça aussi, tu sais, voir ça va être quoi le succès? Est-ce que ça va bien fonctionner? On veut que ça soit un succès, mais on peut pas s'empêcher de le regarder avec un petit œil croche, de dire refaites-nous pas le même coup. Exactement, tu sais, puis on veut que ça fonctionne, puis là on voit aussi que l'organisation va dans cette vague-là aussi, on le modifie. Il y aura une journée de moins cette année qui est le dimanche. Bon, là, il y en a qui... vous viendrez nous voir au tournoi de Balmol. C'est ça, exactement. Mais tu sais, une belle programmation diversifiée. On ajoute, par exemple, les jeunes talents country. Ça, c'est le fun. On fait des changements. On amène le coin country au centre des congrès au lieu de le garder sur le site. En tout cas, on verra. Il y a eu beaucoup de changements cette année. On garde des choses aussi toujours payantes, toujours avec la boisson aussi sur le site. Mais je pense que ce sera une des activités qui sera surveillée pour 2 raisons finalement. Et celle qu'on va surveiller aussi pour conclure sur la culture, c'est la Feria. C'est la 10e année cette année. On peut pas en parler trop parce qu'on n'a pas les détails de la programmation. Mais il y a un gros événement là du côté de Port-Cartier aussi au mois d'août prochain. On en a parlé avec Yves Desrosiers quand il est venu en entrevue justement pour présenter sa programmation. La Feria est pas dans le programme parce que ça a été long, conclure, savoir si on allait pouvoir. Finalement, il y en aura une Feria. Moi, j'attends ça avec impatience à tous les ans. C'est un bel événement. C'est tellement le fun. Donc, c'est des événements où on se voisine. Un Vieux Quai en fête, il y a du monde de Port-Cartier. Puis à la Feria, il y a bien du monde de cette île qui vont là-bas. Comme la complémentarité de nos salles de spectacle, finalement, favorise ce genre de choses-là. Moi, mes 2 sujets, dans l'actualité politique, économique, syndicale, on en a parlé déjà amplement aujourd'hui au cours de la semaine, là. Mais je retiens, on a parlé avec Nicolas Lapierre, entre autres, la signature d'un contrat, le fait qu'on sorte Lucien Bouchard pour régler la négociation entre ArcelorMittal et le syndicat des métallos. C'était la plus grosse négociation privée au Québec, là. Il y a eu tout le dossier de la fonction publique, puis la prime de 8% pour la Côte-Nord, puis tout ça. Mais ça, c'était un gros dossier qu'on a réglé. Et tout le ralentissement, finalement, de l'économie qui a amené la fermeture de Trinord, puis presque le lendemain, la création d'un collectif Sept-Îles Agir Avenir. Mais ça a été marquant, puis ça démontre aussi là que le ralentissement a été dur. Il y a Radio-Canada qui sortait des statistiques de faillite cette semaine. Il y a les statistiques des jeunes dans nos écoles qui finissent aujourd'hui. Là, il y a quand même, on a perdu de la population, l'exode des jeunes au cours de la dernière année. Et ça fait très, très mal. Même sur le plan personnel, quand on parle des voisins, des amis, des gens qu'on côtoyait, qui faisaient partie de notre réseau social, qui s'en vont à l'extérieur, c'est pas le fun non plus. Alors, c'est ça, pour moi, qui a marqué la dernière année. Puis à la rentrée, ça va être toute qu'une rentrée parce qu'il y a des élections, mais aussi parce qu'il y a d'autres grands dossiers attendus. Ça va être une grosse rentrée à l'automne. Rassuré sur le plan économique, peut-être des annonces avec Champion et Mine Arnaud, entre autres, au cours des prochaines semaines. On sera toujours là pour couvrir tout ça.
On va continuer de suivre ça, puis Valérie va nous faire une petite place sur l'émission du matin, là, quand il y a des choses intéressantes à dire ou des entrevues, le fun et pertinentes à diffuser. Parce qu'on est une radio de chez nous qui parle aux gens de chez nous, fait quand il se passe des choses chez nous, faut leur en parler. Yeah! Équipe, un gros merci. Tommy Auger, journaliste aussi à Cogeco TV. Yes. Valérie Dionne, aussi animatrice le matin, le soir. Merci à toi, Jean. Merci à toi, Jean. Ouais. Ben, ça me fait plaisir. Au revoir tout le monde. On est là tout l'été avec les nouvelles également. Et Côte-Nord Attitude sera sûrement de retour à la rentrée. Au revoir.